Et si des systèmes chimiques, de simples réactions dans une éprouvette, pouvaient euh, apprendre? Apprendre, oui. Je ne parle pas de juste réagir, mais bien d'anticiper. Sans cerveau, sans ADN, sans la moindre cellule. Juste de la chimie. Voilà, c'est le point de départ un peu fou d'une étude qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est une question qui touche vraiment au cœur de ce qui sépare le vivant du non-vivant. On a ces motifs chimiques qui apparaissent spontanément, qui se répliquent un peu. Comme des tâches dans une boîte de pétri. Exactement. Et la recherche qu'on a sous les yeux demande est-ce que ces tâches peuvent apprendre par association, comme un animal apprend à reconnaître un danger? C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans cette simulation qui propose un système chimique, disons minimaliste, mais capable d'apprendre. Hmm, Et si ça marche, ça change pas mal de choses sur la complexité qu'on imaginait nécessaire à l'origine de la vie. absolument. On va devoir décortiquer ce que veut dire apprendre pour une soupe chimique et pourquoi c'est une idée si vertigineuse. Alors c'est parti, on va bousculer quelques idées reçues. Allons-y. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par un concept clé de l'article, les structures dissipatives. Oui, Le mot a l'air un peu compliqué, mais les exemples sont parlants. Un ouragan, l'eau qui bout dans une casserole, ou même nous, les organismes vivants. C'est bien ça? c'est exactement ça. Ce sont des motifs organisés qui n'existent que parce qu'ils consomment de l'énergie en permanence. D'accord, Pensez à un tourbillon dans une baignoire qui se vide. Il a une forme, une structure, mais il n'existe que tant que l'eau coule. Il dissipe de l'énergie. je vois. Dans le domaine de l'origine de la vie, on s'intéresse beaucoup à ça. On a déjà réussi en labo à créer des systèmes chimiques qui miment certains aspects du vivant. Ils se répliquent, ils bougent pour trouver de la nourriture. L'homéostasie, c'est ça, le fait de garder ses constantes internes stables. Précisément. Mais l'étude qu'on examine dit qu'il manquait une pièce maîtresse. On avait des systèmes qui se répliquaient, qui mangeaient, qui se stabilisaient, mais aucun qui apprenait. C'était la dernière marche. La plus haute, oui. Celle qui semblait réservée aux vrais vivants. Et c'est là qu'ils introduisent leur propre définition de la vie, ou plutôt de life avec un Y. Oui, life. C'est une façon de dire attention, on ne prétend pas avoir recréé une bactérie. D'accord. Ils définissent un concept plus large, une sorte de vie chimique basée sur 4 piliers. Le premier, la dissipation d'énergie, on en a parlé. Oui. Le deuxième, l'autocatalyse, en gros la capacité à croître. Le troisième, l'homéostasie. Et le quatrième, le fameux Graal qu'il vise, L'apprentissage. l'apprentissage. Bon, le décor est planté, on a des structures chimiques qui cochent déjà 3 des 4 cases de cette life. L'objectif, c'est de voir si on peut leur faire cocher la 4e. Et pour ça, il faut d'abord définir très clairement de quel apprentissage on parle. On ne parle pas d'apprendre à réciter du Shakespeare, évidemment. Non, bien sûr. On parle de la forme la plus fondamentale, l'apprentissage associatif. La capacité à comprendre que deux événements qui se produisent souvent ensemble sont probablement liés. L'article utilise une analogie que j'ai trouvée géniale pour ça. Ah oui, La gazelle et le guépard. C'est très visuel. oui, c'est parfait pour comprendre les différents niveaux. Niveau 1, la stratégie directe. Réactif. La gazelle ne fuit que quand elle voit le guépard l'attaquer. On imagine bien le problème. C'est souvent trop tard. Mauvais plan. Niveau 2, alors. La stratégie préventive. Là, la gazelle a compris qu'un bruit dans les hautes herbes pouvait signifier un guépard. Donc, Au moindre bruissement, elle détale. C'est mieux pour la survie, mais mais c'est épuisant, c'est l'anxiété permanente. c'est ça. Elle va passer son temps à fuir des lézards, le vent. Elle gaspille une énergie folle. C'est un peu comme prendre son parapluie tous les jours juste au cas où. On n'est jamais mouillé, mais on s'en compte pour rien. Exactement. Et c'est là qu'arrive le niveau 3, le vrai apprentissage associatif. D'accord. Là, la gazelle apprend à faire la différence. Elle apprend que ce bruissement particulier, dans ce contexte, est fortement corrélé au guépard. Elle apprend la force du lien. Et elle ajuste sa réaction. Voilà. Si pendant des semaines, ce bruit n'est suivi d'aucune attaque, elle va désapprendre à en avoir peur. Elle module sa réponse. C'est ça l'intelligence. L'analogie est très claire. Maintenant, le grand saut, comment on traduit ça dans le monde des molécules? C'est toute l'astuce de leur modèle. Ils ont imaginé un scénario. On a notre système chimique proto-vivant, on va l'appeler B. Ok. Ce système est menacé par une toxine T. Et, point crucial, l'arrivée de la toxinité est toujours annoncée un peu en avance par un autre composé, un stimulus S. Le bruit dans les herbes. Le bruit dans les herbes, voilà. S est totalement inoffensif. Et donc, le défi pour B, c'est de se défendre en produisant un antidote, qu'on va appeler N.
Le but du jeu, c'est de produire N au bon moment, dans la bonne quantité. C'est exactement ça. Et les chercheurs ont donc simulé les 3 stratégies. On commence par la directe, la plus bête. La gazelle stupide. Je produis l'antidote N uniquement quand je vois la toxine T. Ça donne quoi, Ali? Catastrophe. C'est trop lent. Le temps que B détecte T et commence à produire N, la toxine a déjà fait trop de dégâts. La concentration de B s'effondre. Game over. Game over. Le système est détruit. Logique. On passe à la stratégie préventive, la gazelle anxieuse. Dès que j'entends le bruit S, je produis l'antidote N à fond. C'est mieux, mais à peine. Le système survit, mais il ne prospère jamais. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, il surproduit constamment l'antidote, c'est un gaspillage énorme. Et surtout, et c'est un détail important, l'antidote N lui-même est légèrement toxique pour B. Ah, donc le remède est aussi un peu un poison. C'est ça. Produire l'antidote en permanence, c'est s'auto-empoisonner à petit feu. Le système est coincé dans un état de survie précaire, il ne meurt pas, mais il ne vit pas bien. Et nous voilà au moment clé, la stratégie d'apprentissage associatif. Alors là, j'imagine que ça se complique un peu sous le capot. Ça se complique, mais c'est très élégant. Ils ajoutent 2 nouvelles molécules. M pour mémoire à court terme et L pour mémoire à long terme. D'accord. Voici la séquence. Quand le stimulus S, le bruit, arrive, il déclenche la production de M. M, c'est une molécule instable, elle ne dure pas longtemps. C'est l'équivalent de se dire « Tiens, j'ai entendu un truc ». L'info est là, mais elle est volative. Parfaitement. Maintenant, si la toxine T, le guépard, arrive pendant que M est encore présente, alors et seulement alors, la présence simultanée de M et T déclenche la production de L. La mémoire à long terme. C'est une sorte de porte logique et chimique. Exactement. Je vois. Donc, elle n'est créée que si le bruit est effectivement suivi par le danger. Elle enregistre, elle apprend, Elle apprend la corrélation. et j'imagine que la production de l'antidote N ne dépend plus juste de S. Non, elle dépend à la fois de S et de la concentration de L. Ah oui. Si L est élevée, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques récentes, le moindre S déclenchera une forte production d'antidote. Si L est faible, parce que l'environnement est calme, le même S ne produira qu'une toute petite quantité d'antidote. Attendez une seconde. C'est génial, mais on ajoute M et L, qui comme par hasard créent des mémoires. N'est-ce pas un peu de la triche? On dirait qu'ils ont construit la solution sur mesure. C'est une excellente critique, et c'est un point que les auteurs eux-mêmes soulèvent avec beaucoup d'honnêteté. Il faut voir ça comme une preuve de concept. D'accord. Ils l'ont conçu délibérément en cherchant le réseau le plus simple possible pour démontrer que, sur le principe, l'apprentissage pouvait émerger de la chimie. Le but était de prouver que c'était possible. C'est ça. Prouver que le sommet de la montagne est atteignable. Le vrai défi futur, et ils le disent, sera de voir si un tel réseau peut apparaître spontanément dans une soupe chimique beaucoup plus complexe. D'accord, c'est une preuve d'existence. Et alors dans la simulation, cette stratégie est la bonne. C'est la seule qui fonctionne vraiment. La simulation montre une résilience incroyable. Au début, le système B souffre un peu. Mhm. Mais très vite, la mémoire, elle, s'accumule. La production d'antidotes devient plus efficace, mieux dosée. Et le plus beau, c'est quand la menace disparaît. Que se passe-t-il? Si la toxine T m'apparaît plus mais que S persiste, la mémoire L, qui est conçue pour se dégrader lentement, va progressivement s'estomper, Et donc, la production d'antidotes va diminuer. jusqu'à s'arrêter. Le système oublie la corrélation devenue obsolète et cesse de gaspiller ses ressources. Il peut se rétablir complètement. La concentration de L agit comme un indicateur de la dangerosité de l'environnement, en fait. C'est exactement ça. Il lisse les pics et les creux pour avoir une vision stable de la menace réelle. C'est une forme de sagesse chimique. C'est déjà bluffant dans un système bien mélangé. Mais la nature, c'est rarement aussi propre. Comment ça se comporte quand on ajoute une dimension spatiale? Un territoire. C'est la deuxième partie, tout aussi fascinante. Pour passer en 2D, ils ont utilisé un outil très connu des spécialistes, le modèle de Gray-Scott. Qu'est-ce que ce modèle a de si spécial? C'est un grand classique. Il est célèbre pour sa capacité à générer, à partir de réactions très simples, des motifs complexes, dynamiques et surtout Autorépliquant. autorépliquants. Visuellement, ça ressemble à des tâches qui bougent, fusionnent, se divisent. C'était l'outil parfait pour passer d'une concentration chimique à une colonie. Ils ont donc intégré leur réseau d'apprentissage dans ces tâches. Et ils ont relancé l'expérience. Oui,
Et les conclusions sont les mêmes, mais les voir se dérouler dans l'espace, c'est encore plus frappant. Ah oui. Avec les stratégies directes et préventives, la colonie est balayée. L'écran se vide, c'est l'extinction. Mais avec la stratégie d'apprentissage, le spectacle est incroyable. Racontez. Qu'est-ce qu'on voit? Au début, la toxine fait des ravages. La population de tâches diminue, on assiste à un déclin. Mais pendant ce temps, dans les tâches qui survivent, la mémoire, elle, s'accumule. Lentement, la production d'antidotes s'ajuste. Et là? Et là, on voit le retournement de situation. La colonie arrête de régresser, elle se stabilise, et enfin, elle commence à se répliquer à nouveau, plus forte qu'avant, et elle reconquiert tout l'espace perdu. Ce n'est pas une simple survie, c'est une véritable démonstration de résilience. Absolument. Mais il y a un phénomène encore plus subtil qui émerge. Dans un scénario, il diffuse la toxine uniquement depuis les bords de la zone. D'accord. Et là, on observe une forme de spécialisation primitive. C'est-à-dire? Seules les tâches en périphérie, au contact de la toxine, apprennent à produire l'antidote. Leur niveau de mémoire, elle, augmente. Celles qui sont au centre, protégées par les autres, elles ne subissent jamais la menace. Jamais. Leur niveau de L reste à 0. Elles ne gaspillent aucune ressource. On a donc une différenciation spatiale qui apparaît spontanément. Une sorte de division du travail, les soldats en première ligne et les citoyens protégés. C'est une très bonne image. Et tout ça sans le moindre code génétique. Juste par la pression de l'environnement. C'est vertigineux. Une spécialisation de type cellulaire, mais dans un système purement chimique? Oui. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a une preuve de concept d'un système qui coche toutes les cases de la vie. Il se maintient, il se réplique, il garde son équilibre et, maintenant, il apprend. Le grand message, c'est que ça abaisse considérablement le seuil de complexité qu'on imaginait nécessaire pour voir apparaître l'apprentissage. On pensait que c'était réservé aux neurones, aux cellules. Exactement. Cette étude suggère que l'apprentissage n'est peut-être pas une fonction biologique de très haut niveau, mais une propriété fondamentale de la matière organisée qui peut émerger bien avant les premières cellules. C'est une nouvelle voie pour penser l'origine de la vie. Peut-être que le traitement de l'information n'est pas arrivé tardivement, mais qu'il était là sous une forme chimique dès le début. Oui, et il faut saluer l'honnêteté des auteurs qui pointent eux-mêmes le défi futur. Prouver que leur réseau n'est pas juste une construction astucieuse. L'étape d'après? L'étape d'après, ce sera de voir si un réseau capable d'apprendre émerge de lui-même d'un bain chimique désordonné. C'est un défi immense, mais ce travail prouve que ce n'est pas une quête absurde. En résumé, on a exploré une recherche qui modélise de manière très convaincante un système chimique capable d'anticiper une menace en mémorisant les signaux de son environnement. Et cette capacité, cet embryon d'intelligence, permet à des colonies de simples tâches chimiques de survivre et de prospérer, là où des stratégies plus simples échouent. Cela replace le traitement de l'information non pas comme une conséquence de l'évolution, mais comme un moteur potentiel, un des éléments fondateurs présents dès l'aube. La capacité à prédire serait aussi fondamentale que la capacité à se répliquer. C'est une idée très forte, oui. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route, une idée que l'article mentionne à la fin. Notre monde, même celui de la Terre primitive, est rempli de phénomènes apprenables. De régularité, oui. Le cycle jour-nuit, les marées, les cycles saisonniers, des corrélations partout qui attendent d'être apprises. Et si l'émergence de la vie n'était pas tant une question de loterie moléculaire, un coup de chance, mais plutôt l'émergence presque inévitable de systèmes qui sont simplement devenus très doués pour prédire leur monde.